Bonjour et bienvenue dans le monde numérique, votre podcast sur Digimon, la licence dans toute sa splendeur depuis votre enfance à aujourd'hui. Et comme chaque jeudi, je ne suis pas seul, non, moi, Aldric, suis accompagné du grand, de l'unique, du formidable, du très beau, du séduisant, François. Quelle présentation, merci. Je ne sais pas où me mettre. Oh, j'ai gagné du temps. Non, bah écoute, tu sais à quel point tu es extraordinaire Mais pour bien moi, sûr, donc mais bien sûr. voilà, j'aime te présenter de la sorte. Comment vas-tu? Comment a été cette semaine? Eh ben, ça va. Toujours aussi chaudement, mais ça va. Ah, on a eu aussi un petit peu chaud pour cette fois dans le Nord, même Oui. si beaucoup moins que toi. Bah, tu n'as plus qu'à déménager, hein, quitte Lyon et rejoins Lille, tu verras, tu Mais seras bien très sûr. heureux. Bien sûr. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas là pour nous entendre parler de nos vies personnelles, mais bien parce que vous avez cliqué sur ce podcast, parce que vous avez vu que nous allions parler du grand, du majestueux film qu'est Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, le long métrage donc de Digimon sorti en 2020. Ça me fait Et rire qui que fait tu le office. présentes comme ça, parce que je pense que t'en parleras, mais tes premiers retours étaient pas aussi élogieux de base, hein. Ah non, mais je suis un journaliste, donc je suis objectif, l'appelle tel que les fans l'ont appelé. Après D'accord. oui, on va en parler plus en détail quand je donnerai mon avis. Donc oui, mes premiers retours en effet n'étaient pas élogieux pour des raisons que je vais citer. Ou peut-être que si vous m'aviez suivi à l'époque, j'avais fait une vidéo sur Game Geek, donc vous le savez. Donc en effet, ce film est sorti en 2020. Donc au Japon, t'as peut-être la date, je l'ai pas pris Oui, sous il est les yeux sorti pour une le fois. 21 février 2020 au Japon. Et il est arrivé Tout à chez fait. nous dans les salles du 24 au 27 septembre, avec une avant-première le 22 septembre. Ouais, on va en revenir, mais Oui. période Covid, il y avait rien dans les cinémas, il fallait combler les trous, donc voilà, on va y revenir, mais donc du coup voilà, donc pas la meilleure des manières de sortir en France. En tout cas, ce film existe dans une version française et non pas par nous. On y reviendra aussi, il y a plein de choses à dire finalement sur ce film. Mais donc voilà, donc c'est un peu avant, donc juste après Tri. Donc c'est en 2018 ou en 2019 qui a annoncé ce film. Donc à l'époque quand c'était annoncé, bah, c'est un peu vu et mis comme une suite à Digimon Adventure 3 qui s'est donc terminé en 2018 hein, avec son 6e film. Et bah, évidemment hein, on ne va pas lâcher une licence qui rapporte de l'argent. Il est évident que la licence Adventure fait vendre autant dans les goodies, hein, les Digivice, les V-Pet, les jeux de cartes, les figurines et autres. D'ailleurs, 2020, c'était une grande année pour Digimon parce qu'on a eu Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, on a eu le reboot de Digimon Adventure qui est sorti également juste après au Japon, Mais en et avions-nous vraiment besoin? on fera un podcast sur le sujet. Et on a eu également, on fera aussi un podcast sur le sujet, mais le TCG Digimon qui est sorti, le nouveau en tout cas, qui est sorti en 2020 et qui cartonne. Hein, on en est à je ne sais plus combien d'extensions. Ils sortent 5 extensions par an au minimum. Donc un vrai gouffre à fric. Je sais que parmi vous, chers auditeurs, il y en a certains qui collectionnent comme moi les cartes et on est passionné par le sujet. Mais donc voilà, 2020, grande année avec Digimon Adventure Last Evolution Kizuna. Pour commencer, François, comment résumerais-tu le synopsis de ce film? Eh bien, je dirais que c'est un film qui se passe 5 ans après les événements de Digimon Adventure 3, que nous Donc en sommes... 2010. C'est ça, exactement. Donc, nous sommes à la période où Taichi et Yamato ont 22 ans, et on découvre un petit peu leur vie. On découvre un peu les tergiversations. Alors, c'est un film qui est très centré sur Yamato et Taichi. On découvre Oh que ces deux personnages-là sont un peu pris au dépourvu, ne savent pas trop comment aborder leur avenir, et ils vont se retrouver dans une aventure qui va justement les confronter à ça, à l'enfance, grandir, ne pas grandir, voilà. Et c'était très beau. Voilà, C'était très beau. voilà. De toute façon, alors, on va y revenir, c'était très beau, c'était très peu mouvant, beaucoup de gens ont pleuré et tout ça. Donc bref, ce film est annoncé. Donc du coup, quand ce film est annoncé, il y a des promos trailers qui sortent. Il y a aussi une affiche qui sort, une affiche où l'on voit les 12 personnages principaux donc des deux premières séries. Donc on se dit, ok, génial, 1h30, mais un film choral. Les personnages de Zero Two qu'on avait mis de côté dans Tri, ils reviennent et tout ça. On va voir ce qu'ils deviennent, les personnages adultes. Bref, on sort carrément sur la tendance. Donc ce
ce film ne pouvait que plaire et fonctionner parce que, bah voilà, ne serait-ce que les designs des personnages, les voir jeunes adultes, ben voilà, nous-mêmes qui avions grandi, on était transportés. Et donc, le film sort au Japon. Donc, si vous êtes comme moi, bah, très rapidement, vous avez fait tous les forums possibles et imaginables. Je ne te connaissais pas encore, François, d'ailleurs, en février 2020. Mais moi, je fouillais le net pour essayer de trouver des étrangers, donc des gens, des Anglais, des Japonais, bref, qui faisaient des résumés avec spoilers de l'intrigue et tout ça. Donc c'est comme ça que je me suis un C'est peu rigolo. biberonné. Parce qu'alors du coup, moi, je Oui, ne me oui, suis absolument pas spoilé ce film, oui, je contrairement sais. à The Beginning, où justement, en fait, j'ai senti un peu le, le truc qui allait pas passer avec The Beginning, donc je me suis vraiment tout spoilé, alors que Kizuna, je n'ai vraiment Mais rien vu jusqu'au moment où j'ai attaqué le sous-titrage. Mais moi perso, j'ai vraiment aucun problème avec le spoil. Enfin, moi je sais, tu vois, je commence une série, je regarde le premier épisode, même si c'est une série genre, qui est terminée, genre surtout les séries Netflix ou les saisons quoi, je suis déjà à lire les commentaires du dernier épisode pour voir comment ça se termine, hein. Moi perso, je suis comme ça. Quelle horreur. Je- Ah non, j'ai- moi j'aime être transporté, être surpris, voir Alors, où moi, les scénaristes veulent m'emmener, parce qu'alors je suis très bon public, moi. Si on veut m'emmener alors, quelque moi, part, j'ai j'y besoin de fonce savoir tête où on va. baissée. Moi j'ai besoin de savoir où on va. Ou genre, en fait, je regarde le premier épisode, ok, tel perso, je vais l'aimer, ok, je vais regarder ce qui se passe à la fin, ok, ils finissent ensemble, c'est bon, je continue la série. Voilà, donc je sais, ne faites pas comme moi, c'est vous gâcher le plaisir. Donc, et ensuite, ensuite, je rencontre François, et puis pendant l'été, je ne sais plus de quelle manière tu récupères une version avec du coréen incrusté dedans, là, une version Ouais, je espagnole. suis tombé en fait sur une version. Alors c'était une version coréenne, donc avec les sous-titres incrustés dedans, et c'était une version sous-titrée espagnole. Donc j'avais récupéré ça pour voir le film et puis commencer à faire le sous-titrage. Exact. Et donc du coup, on a été les premiers en France à sortir une VOSTFR, enfin toi, grâce à toi, vu que c'est toi qui as fait la traduction et l'adaptation, Mm. de Digimon Adventure la Révolution Kizuna. On était à nos balbutiements de notre projet. On sortait à peine une première version qui n'existe plus aujourd'hui de l'épisode 1 de notre fandub. Et on s'est un peu fait connaître grâce à cette VOSTFR de Kizuna. Mm. Et ensuite, donc on a vu le film, on va en parler juste après, on a vu le film, on a pleuré, on a débattu. Et ensuite, en septembre, en effet, enfin en août, annoncé, donc du coup on était vraiment dans après le premier confinement et avant le deuxième confinement, Mm. celui qui a duré très longtemps avec un couvre-feu d'un an où on devait rentrer à 18h puis à 19h. Oui, oui, souvenez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps que ça finalement cette Eh vie-là, oui, on cette a autre vie. l'impression que c'était il y a une éternité et en même temps. Ah. Et donc du coup au cinéma bah, il y avait rien parce qu'en fait tout le monde décalait ses blockbusters et les grandes productions bah, ne sortaient pas leurs films parce que bah, pourquoi sortir un film alors que les cinémas étaient déserts, personne n'osait y retourner. Enfin voilà, on était vraiment toujours dans cette partie compliquée et paranoïaque qu'était la Covid. Et donc bah, pour combler les trous, il y avait ce film qui existait donc. Il est sorti en France, donc comme l'a dit François en avant-première, au Grand Rex, qui a fait salle comble. Mm. D'ailleurs, Digidio en a fait un article, hein, n'hésitez pas à aller voir. Ils y étaient, ils ont retranscrit un peu ce qui s'était passé. Il y avait pas mal de gens un peu connus dans le Digimon Game qui y sont allés. Et ensuite, un peu partout en France, bah, moi je sais que personnellement, dans le Nord, on avait le Kinépolis de l'Homme qui l'a diffusé sur trois représentations, trois dates quoi. Et j'y étais allé avec les copains de l'époque du fandom, c'était marrant. Et pour revoir le film. Et moi perso, dans ma salle, on était 10 à tout casser. Oui, tout à fait. Bah, de toute façon, moi, je travaillais dans un cinéma à l'époque. Parce que du coup, ils sont sortis. Ces films-là enfin, le film est sorti dans les cinémas CGR. Et je bossais justement dans un CGR. Et donc, j'ai pu assister, on va dire, au premier rang, au nombre de personnes qu'il y avait dans la salle. Et très sincèrement, alors après, moi, du coup, j'étais pas dans une grande ville, contrairement à toi ou quoi. Moi, j'étais Mm. dans une ville, on va dire, moyenne, un peu plus à la campagne. Et très sincèrement, je pense que les séances n'ont pas dépassé 6 personnes, effectivement, Mm. dans Mais dans la en salle. vrai, le film serait sorti en 2024, ils auraient refait ça en 2024, ça aurait été différent, parce que vraiment, tu enlèves Alors, l'hystérie du Covid, ouais, mais peut-être je pas me suis extraordinaire, mais t'aurais eu des meilleurs chiffres, hein, Eh clairement, ben, hein. moi, je me pose la question justement parce que j'ai l'impression que si, alors c'est pour ça en fait, c'est assez paradoxal, c'est que j'ai l'impression que si ce film est arrivé au cinéma, c'est aussi à cause de ça. C'est-à-dire que c'est vraiment parce qu'il n'y avait pas grand-chose que du coup la Toei s'est dit bah tiens, on va essayer de s'engouffrer dans ce vide. Mhm. Pour essayer de proposer ce projet-là, voir si ça va marcher.
Je pense que Résultat, comme toi, qu'effectivement, c'était peut-être pas la meilleure des solutions de le Non, mettre à ce moment-là, étant donné mais, l'état des cinémas. Et mais ce qui est catastrophique, c'est que ça a donné vraiment la direction qu'allait avoir Digimon en France. bah C'est que oui, derrière, pas de reboot, rien en VF en tout cas, rien de sorti. Enfin si, après il y a quand même ADN Crunchyroll qui ont repris les droits pour diffuser les différentes saisons. Voilà, surfer légèrement dessus, mais sans plus. En tout cas, en France, en même temps, la licence avait la France n'a jamais capitalisé sur Tri, n'avait pas communiqué, n'avait pas diffusé quoi que ce soit. Il a fallu attendre pareil 2021 pour que une première VOST de ces films arrive de manière officielle sur ADN ou sur Crunchyroll, je ne sais plus. Donc la France avait vraiment enterré Digimon malgré les nostalgiques parce que à l'inverse des pays latinos, hein, espagnols, brésiliens et les Américains ou autres, mm. Qui ont tous eu une bah, sortie cinéma pour The Beginning. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on n'a pas eu de sortie cinéma en France. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandaient, qui se disaient, mais pourquoi autour, en Espagne, en Allemagne, il y a et pas chez nous? C'est tout simplement parce que le film a fait un gros flop, quand le Kizuna en tout cas a fait un gros flop au cinéma, mais Et aussi, dans les autres pays, la licence ne s'est jamais arrêtée. et oui, Ils ont eu Tri quand c'est sorti, ils ont eu d'autres saisons quand c'est sorti. Nous, non, en fait, tout simplement. tout à fait, mais on a l'impression que, parce que comme tu l'as annoncé, on était à ce moment-là dans des Discord ou quoi, où on nous avait annoncé qu'il était censé y avoir une VF du reboot, par exemple. Mm, On sait qu'il y a des tout à gens fait. qui ont été, enfin en tout cas, apparemment, il y a des gens qui ont passé des Qui ont castings travaillé, oui, pour et qui ont travaillé ce sur. reboot. Mais on n'en a jamais vu la couleur. Et j'ai un peu l'impression qu'effectivement, en fait, en 2020, ils ont dit ouais, on va essayer de relancer la licence. Sauf que ils se sont heurtés à tellement de murs que Ah oui, mais, de toute façon, c'est preuve étant, ils ont fait une VF de ce film de Kizuna, tout à fait. donc qui a été diffusé dans quelques cinémas. Bon, moi, perso, quand je suis allé, je l'ai revu en VOSTFR parce que les gens avec qui j'étais ne voulaient pas voir la VF. Mais en fait, tout le monde sait que c'est pas grave. Je la verrai quand ça sortira sur une plateforme, sur un DVD, sur un Blu-ray ou que sais-je. Bon, manque de peau, ça n'est jamais sorti. Non, effectivement, et c'est ça qui est assez impressionnant, c'est qu'on se dit C'est du pas coup, dommage, c'est pas dommageable, hein. c'est quand même dommage pour le signal que ça envoie pour nous les fans français, je trouve. Et puis je trouve ça dommage aussi de se dire que ça a coûté des sous quand même de faire cette VF. Oui, Et ils l'ont fait en Belgique, donc du oui, coup, oui, totalement, mais ils ne prennent quand ils- même absolument pas le temps de l'exploiter. Et je trouve ça vraiment dommage. Même si pour être allé voir des extraits de cette VF pendant que ça passait en salle, c'était affreux. Je suis désolé vous de dire pouvez déjà ça, en entendre un mais aperçu dans la dans la bande-annonce VF bande-annonce, qui est sur totalement. YouTube, hein. Totalement. Les voix de Il faut daron, quand là, même préciser, que enfin, on sent que, alors je ne sais pas qui a commandé ça, mais on sent que ça n'a pas été commandé par des gens qui s'intéressaient vraiment à la licence. Le but était vraiment de le doubler en VF parce qu'il n'y a strictement aucun personnage du casting de base qui était revenu. Quand on voit dans des autres pays, Mais justement, parce qu'ils l'ont fait en Belgique, oui, et totalement. tous Mais les comédiens, ils sont en France, pas en Belgique, hein. oui, mais s'ils avaient vraiment voulu faire à créer une sorte de véritable événement comme ce qu'on peut voir dans les Avec autres, Dragon Ball, ils ont repris Brigitte Lecordier et voilà, ou compagnie. et qu'on voit dans les autres pays. Moi, j'ai parlé du coup avec un Allemand qui expliquait que pour Kizuna comme pour Tri, ils étaient vraiment allés rechercher des comédiens de doublage, dont certains qui ne travaillaient plus depuis des années et des années, qui ont repris leur rôle spécialement pour ce film-là. Je veux dire, nous, vraiment, ça, on a l'impression que ça a été fait avec le moins d'attention possible, quoi. Le but, c'était Oui, de le mais vérifier rapidement pour pouvoir l'exploiter au cinéma. parce qu'en vrai, il y avait les gens avaient autre chose à. Enfin, vraiment, souvenez-vous, septembre 2021, les gens avaient autre chose à penser, 2020 même. Oui, totalement. Mais Et, je trouve que c'est... moi, perso, c'était une semaine avant qu'on parte en couvre-feu, hein, parce que Oui, oui. Lille, la région du Nord, a été une des premières régions à finir en couvre-feu. Vraiment, on était dans d'autres Pour, préoccupations à pour moi, l'époque, hein. ça restera quand même une occasion ratée pour vraiment faire revivre la nostalgie de Digimon en France. On Quand est même. d'accord. Mais ceci étant dit, et cette partie-là étant dite, on va se concentrer sur le film en lui-même, hein, sur le scénario, sur les personnages, sur ce que l'on en a Oui, donc pensé. à partir de maintenant, on va Sur la spoiler. musique. Oui, spoil. Mais bon, je pense que la plupart vous avez vu le film. Si vous Si ne vous ne l'avez l'avez pas pas vu, vu. il est disponible en VOSTFR sur notre site internet Et puis alors là, digiaventure-fr. c'est un film à voir, vraiment. Il est de qualité, il y a des en plus on le propose dans la version ultime HD, full HD, je sais pas quoi là. Et donc ce film voilà. Donc ce film déjà, sachez-le, ne vous faites pas avoir
par l'affiche et la jaquette du DVD. Parce que non, ce n'est pas, comme je l'ai annoncé au début, un film choral où les 12 personnages sont traités avec une équité totale. Non, c'est un film full-centric Taichi et Yamato. Voilà. Pourquoi j'ai pas aimé? Ouais, je me souviens de tes premières critiques qui étaient justement, c'était tes principales critiques, mais en même temps, rappelle-nous quels sont tes personnages préférés, Aldric. Ah, bah si vous ne le savez pas et si vous n'avez pas bien écouté les précédents podcasts, mes personnages préférés sont Mimi Tachikawa et Joe Kido. Voilà, qui ne sont très clairement pas beaucoup mis en avant dans ce film, ce qui expliquait aussi peut-être un peu ton avis mais de base. Avant le film, moi je sais, parce qu'autour du film, si vous ne le savez pas, il existe 5 courts-métrages. On y reviendra après, mais c'était très bizarre cette histoire de court-métrage. Mais parce que du coup, le premier, qui s'appelle, tu sais, la lettre de Sora Takeuchi, comment il s'appelle ce premier? Pour Sora, est sorti avant ou en même temps que le film au Japon. En tout cas, moi perso, avant même de voir le film, j'ai vu ce court-métrage. Parce que ce court-métrage a popé, il était le premier à avoir popé. Et moi, je l'ai vu en premier lieu en VOSTFR. Court-métrage dans lequel il est centré sur Sora et Mimi. Donc comment? Avec ça, vous pouvez me dire qu'en effet, Sora, on va en reparler d'ailleurs, la pauvre. Je pense que son heure de gloire, elle, c'était dans ce court-métrage. C'est là où elle a eu le plus de dialogue. Et donc du coup, ouais, je vois ça. Donc vraiment, je ne pouvais pas me douter à milieu qu'on allait autant écarter les autres enfants. Je le sais par expérience. En fait, Kizuna, sur le traitement des personnages, c'est exactement ce que égale à ce qu'a fait la série et la licence au fur et à mesure. C'est que Taichi et Yamato, c'est les héros, c'est les personnages principaux, ça on est d'accord. On utilise un peu du Takeru et du Hikari, parce que du coup, ils ont fait le lien avec 02 et tout, donc voilà, ils sont pas très mis en avant, mais on les voit un peu, notamment dans la scène de début. Il y a Koshiro, qui est quand même plutôt bien exploité, parce que Koshiro, je n'arrête pas de le répéter, c'est le personnage qui est là pour expliquer aux spectateurs ce qui se passe. Sans lui, on ne comprend rien de l'intrigue. Et on a à côté, comme toujours, les mal aimés, Sora, Mimi et Joe. Mais vraiment, c'est à part dans Tri, où du coup il y avait vraiment, je trouve que Tri, pour moi c'est pour ça que j'aime beaucoup Tri, la licence, c'est qu'elle a réussi quand même à mettre en avant les différents personnages, à les exploiter, même si voilà, Sora, ça reste Sora, mais en tout cas à essayer de faire des films sur les uns, sur les autres, les mettre en avant avec des problématiques pour qu'ils aient des évolutions de leur Digimon au niveau ultime. Là, ça me fait penser, moi, des fois à des épisodes de Digimon Adventure, quand la bagarre contre Vendémon, hop, Yamato et Taichi y vont parce que c'est les héros. Koshiro il y va parce que c'est lui qui explique ce qui se passe. Takeru et Hikari ils ont des anges donc ils y vont. Et derrière, t'as Sora, Joe et Mimi. Mais je trouve que vraiment ce passage dans Adventure, c'est très représentatif de ce qu'a fait la licence ensuite avec Joe, Sora et Mimi. Zéro tout. Joe, Mimi et Sora, ce sont vraiment les personnages qu'on vient appeler de temps en temps en aide, mais qui sont tout le temps trop occupés pour venir être là sur le devant de la scène. Et donc du coup, Kizuna vraiment les a maltraités, et c'est une des raisons, mais on le détaillera, pour lesquelles j'ai vraiment eu du mal au début avec ce film, parce que je suis le premier à reconnaître que oui, il est beau, les musiques sont sublimes, on fera un moment sur les musiques après. Le film est d'une puissance émotionnelle extraordinaire, surtout pour les jeunes comme nous, les adultes qui ont grandi avec Digimon et qui l'ont découvert en tant qu'adulte, mais sur le traitement des personnages, vraiment, encore une fois, c'est du Taichi, c'est du Yamato, et si toi, t'es vraiment fan d'un des autres personnages, tu restes un peu sur ta faim, et tu te dis, mais j'aurais aimé en voir plus. Donc, et les courts-métrages à côté n'ont pas suffi à redorer leur blason. Voilà ce que j'ai à dire sur le traitement des personnages. Toi, t'as peut-être d'autres choses à dire sur, encore une fois, juste la partie traitement des personnages. Du coup, moi, je suis vraiment pas aussi comment dirais-je, arrêté que toi, parce que en fait, on va dire, de toute façon, c'est comme on l'a vu dans la série de films de Tri, c'est que du coup, ils préfèrent faire des films sur lesquels on peut se concentrer sur 2 personnages et ensuite passer sur un autre film qui présente 2 autres personnages, tout ça. Fallait en faire d'autres. Ouais, mais donc du coup, j'étais pas comme toi aussi décontenancé par le fait que les autres personnages soient autant en retrait. Surtout que le thème vraiment qui est au centre de l'histoire, c'est ce côté justement passage à l'âge adulte, le fait d'être un enfant élu et en même temps de grandir un peu, du coup au final le sujet qui a été traité dans la pièce, mais la pièce de théâtre de Tri dont on a parlé la semaine dernière, en même temps la pièce de théâtre, enfin pas la semaine dernière, il y a 2 semaines même maintenant,
la pièce de théâtre, en même temps, elle faisait genre 2 heures et des poussières, quoi. Donc on avait le temps d'aborder tout le monde. Là, pour moi, je trouve qu'effectivement, il fallait recentrer le propos. Et les deux personnages qui, justement, sont toujours présentés comme des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur futur, qui sont perdus, et bah, c'est Yamato et Taichi. Parce que, effectivement, bah, Sora, elle a trouvé sa voie. Elle s'est, on va dire, elle s'est, je dirais pas assagie, mais du coup, elle a décidé finalement de reprendre le job de sa mère, du coup, de suivre cette voie-là. Joe, lui, avait décidé depuis très longtemps de devenir médecin, donc il poursuit cette voie, et voilà. Mimi, comme on l'a vu, elle veut tout essayer et tout faire. Donc en fait, pour moi, ces personnages-là sont tellement, sont tellement dans leur, sont déjà en voie quoi pour accéder à leur futur que les intégrer dans un film où le questionnement c'est justement euh, purée, j'ai pas envie de grandir, j'aimerais bien rester enfant, mais je sais que c'est pas possible. Je trouve que ça n'aurait pas collé pour ces personnages-là, en tout cas là où ils sont dans leur mood actuel, on va dire en 2010 quoi. Voilà. Donc après moi on va dire que je j'ai pas de vrai personnage préféré en ce qui concerne les humains, tu vois. Donc en fait en soi le fait que ce soit centré sur Taichi et Yamato m'a pas dérangé non plus. J'aime tous les enfants élus, mais il n'y en a pas vraiment un que j'aime plus qu'un autre. Oui, ben moi Vraiment. aussi j'aime Taichi Yamato, hein, en vrai. Oui, je sais, mais tu Moi, as quand même un attachement très très oui. fort pour Joe et Mimi, tu vois. Moi, Oui, mais moi, je suis pour le couple Taichi Yamato, par exemple. Donc, tu vois, c'est un de mes couples préférés. tout à fait, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, je ne partageais pas déjà, j'avais pas cette envie. Vraiment, tu vois, par exemple, ce que je reprochais à The Beginning, c'était de ne pas avoir mis en avant les personnages de 02 parce que ça faisait quand même super longtemps qu'on les avait pas vus, quoi. Ils avaient écarté de Tri et ils avaient été écartés de Tri. Puis là, bah, dans Kizuna, comme tu l'as dit, ils ont pas non plus un rôle hyper important, même s'ils étaient là. Donc en fait, moi, je voulais vraiment qu'on me raconte une histoire sur eux et Kizuna, même si du coup, on a eu très rapidement c'est vrai que Sora c'est la moins bien servie, on a vu vite fait Mimi et quand même un peu Joe. Bah moi ça m'a suffi, j'étais content, mais en même temps il faut dire qu'on avait quand même déjà Tri juste avant, hein, donc c'est pas comme les personnages de Zero Two qu'on n'avait pas vu depuis Oui, mais, 10 ans quoi. Et ça m'a mais suffi. Mais en même temps, si on va plus loin, le film a quand même certaines incohérences. Parce que du coup, bon, si vous êtes là, vous le savez, le message du film, la tristesse du film, c'est que à la fin, quand on découvre, du coup, en tout cas, on découvre, c'est comme tu l'as justement dit dans la chronologie, Menoa, donc le nouveau personnage qui s'avère être l'antagoniste, Mm. d'ailleurs, formidable personnage, je trouve que après bien. Alors, autant Meiko était détestable d'entrée, autant Menoa est un personnage complexe et très intéressant. Et Je pense que tu touchant es d'accord avec ça. parce que Touchant, oui. justement je trouve que là où ils ont réussi c'est que ses motivations sont compréhensibles, tu vois. Elle Oui, est pas oui, tout à juste en fait. plus comme Meiko qui est là à pleurer, qui n'arrive à rien, enfin qui dit juste ouais je suis nul, je sais rien faire et qui pleure dans son coin. Elle justement non, c'est sa tristesse, c'est ce qui la motive, mais en même temps tu peux la comprendre. Et donc je trouve que ça fait d'elle Mm, un personnage vraiment intéressant et parfait pour un antagoniste quoi. mm. Parce que, enfin, je trouve que. Je sais qu'on l'a mis dans le même panier. J'ai vu qu'elle était mise assez dans le même panier que Rui et Meiko, justement, en disant encore un enfant élu sorti de nulle part qui a un souci à régler. Et du coup, les héros de Adventure vont devoir régler ça. Oui, et en même temps, moi je trouve que Menoa n'a pas été traitée de la même façon. Et le fait qu'elle soit justement l'antagoniste et tout, bah, j'ai trouvé que c'était Mm. un twist vachement intéressant et quelque chose d'intéressant à proposer par rapport à ce qui avait été fait jusqu'à maintenant. Et du coup, ce que je voulais dire, donc, ce que Menoa nous dit, il nous apprend, c'est que arrive un moment de maturité chez les enfants élus, bah, qui ne sont plus des enfants, ils sont des adultes, et où ce moment de maturité apparaît, et où du coup le lien avec le Digimon bah, fait que le Digimon disparaît, hein, on peut pas dire ça autrement. Tout à fait. Et donc du coup, c'est ce que le film va raconter et va nous apprendre. Donc elle apparaît, et donc c'est Taichi et Yamato sont très inquiets parce que visiblement du groupe, ils sont les premiers à qui ça arrive. Je dis visiblement parce que on découvre en aparté, enfin le spectateur lui découvre en aparté que si Sora est aussi isolée, ne participe pas, c'est parce que elle c'est déjà bien enclenché et d'ailleurs quand il y a la bataille finale contre
des enfants élus contre Menoa. Sora n'y participe pas et elle est chez elle et on découvre que bah, son Digivice s'est brisé et que bah, Piomon a disparu. Et je trouve ça, mais j'ai rien que d'en parler, moi j'ai des frissons, je trouve ça horrible pour elle. Mais parce qu'en fait, le court-métrage qui apparaît avant le film, donc pas le film, mais le court-métrage pour Sora, nous apprend qu'en effet, elle est déjà, je sais pas comment expliquer, mais Elle a enfin, déjà trouvé sa voie, elle a elle est sa déjà voix, à sa l'âge vie pro est adulte, elle lancée. a... Oui. Voilà. Elle est voilà et en même temps voilà c'est un personnage mature parce que bah, c'était la maman du groupe et tout donc elle avait déjà une certaine maturité mais elle s'est fait. Mais là où je veux en venir c'est que le film nous montre que du coup Taichi et Yamato bah ça va leur arriver. Mais alors là et moi c'est pour moi c'est la plus grande incohérence de ce film. Mais et Joe? Bah, je veux dire, désolé, hein, mais s'il y en a un qui a trouvé sa voie et qui a fini, bah, c'est Joe, et lui depuis bien longtemps. La pièce de théâtre le montre. Le seul qui n'est pas bloqué dans ce truc, c'est parce que du coup, justement, lui, il sait ce qu'il veut faire, il a trouvé sa voie. Enfin, voilà, ça a toujours été le plus mature et le plus engagé dans sa voie professionnelle. Il veut être médecin. Dans le film, il est interne, il travaille déjà à l'hôpital et tout ça. Ben, j'attends tes contre-arguments, mais pour moi, s'il y en a un qui devait avoir perdu son Digimon à la limite avant Sora ou en même temps que Sora, c'est Joe. Ouais. J'ai pas vraiment de contre-argument à part de la surinterprétation. Dans les Parce que commentaires, donnez-moi vos contre-arguments parce que parce que je serais curieux de savoir. mon point de vue, en fait, c'est plus que, à mon avis, c'est l'événement justement de perdre son Digimon quand on passe à l'âge adulte et tout ça. C'est quand on a vraiment, on va dire, abandonné cette part d'enfance, tu vois. Et du coup, j'ai l'impression que Joe, c'est pas encore le cas. Il est encore en apprentissage, tu vois. Il se pose encore, à mon avis, c'est qu'il se pose encore énormément de questions. Il n'a pas encore vraiment, tu vois, il sait ce qu'il veut faire, mais par exemple, je sais, il l'explique, et notamment bah, dans les dramas, par exemple, de la pause de 2 ans et demi, il se pose la question de se dire, ouais, mais attends, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse de la médecine normale ou de la médecine pour animaux? Parce qu'au final, je veux soigner les Digimon et tout. Je pense il a encore beaucoup de questions avant de, tu vois, qu'il en est pas encore vraiment arrivé en mode, il a sa voix et c'est terminé, quoi. Voilà. Mhm. Enfin, pour moi, ça reste. Je sais que c'est une facilité scénaristique parce que, en effet, on n'allait pas faire un film centré sur oh mon dieu, Joe Deco qui va perdre son Digimon. Quel intérêt? À part Aldric qui aime Joe. Je vous entends déjà le dire, ça. Non, non, Oui, mais oui, Joe oui. a sa communauté de fans, mais oui, peut-être pas autant que Tenchi Yamato. Voilà, et peut-être que le film aurait été beaucoup moins vendeur. Mais voilà, pour moi, ça reste. Ça fait partie d'un camp. Surtout que, en vrai, là, on nous montre que Taichi et Yamato, en effet, c'est juste parce qu'ils sont encore perdus, ils savent pas ce qu'ils veulent faire et ils commencent à savoir. Mais regarde, Koshiro, il sait exactement ce qu'il veut faire. Il a sa boîte, il a son entreprise. Mimi, elle a enfin, en fait, c'est tellement Ouais, mais incohérent. tu vois, par Quand tu vois exemple, Koshiro, Mimi et Joe travailler. Koshiro et Joe. Alors, Mimi, moi, je trouve que Mimi, pour moi, ça reste cohérent dans le sens où tu te dis, c'est quand même celle qui a gardé le plus grand, justement, lien avec l'enfance. Justement, bah, comme ce qui est expliqué dans la pièce, tu vois, le fait qu'elle veuille toucher à tout et tout, machin. Oui, Pour oui. moi, c'est celle qui a gardé le plus en lien avec son enfance. Et puis au final, Koshiro et Joe travaillent avec les Digimon aussi. Tu vois ce que je veux dire? Koshiro, il est avec les enfants et lui, il travaille du coup sur tout ce qui est Digimon. Joe veut être médecin pour Digimon, alors que justement, bah, par exemple, Sora, enfin, son avenir n'a rien à voir avec les Digimon. Oui. Taichi et Yamato, bah non plus. Tu vois donc. Bah si, Taichi, il va faire de la politique. Oui, Il oui, devient mais ambassadeur entre le monde numérique et le oui, monde mais pour réel. l'instant, il en était à se demander ce qu'il faisait. Donc voilà, avant de vraiment trouver sa voie et voilà. Mais bon, après. Donc voilà, donc du coup, moi, clairement, voilà, il y a ce genre d'incohérence qui me chiffonne un peu. Mais à côté, quand tu regardes le film, évidemment, mais émotionnellement, tu es pris dedans. Sinon, le film commence, c'est Bravart hein, qui a, pendant Non, non, ça commence avec. Est-ce que Braveheart joue? Oui, parce qu'il y a une séquence d'évolution avec Agumon, mais ça Oui, oui, commence avec avec le Ange boléro de Romanique, Ravel. ouais. Ça Ouais, le commence boléro de avec le boléro Ravel, de Ravel. t'as Bravard, bon après t'as du Butterfly, enfin bon, on peut faire peut-être déjà la parenthèse musique, comme ça au moins ça sera fait. Bon, la musique, clairement, c'est le point fort du film. C'est composé par Haruhi Fuki,
Et le thème principal donc, de Butterfly est je Zero. sens que nos comparses de Digido vont nous tomber dessus parce que je sais absolument pas ce qu'ils ont fait. Je peux juste dire que c'est pas celui qui a bossé sur les musiques de Digimon Adventure jusqu'à maintenant, quoi. Oui. Mais sa Mais composition. par contre, moi, sa composition, ses musiques, bah, moi, elles sont extraordinaires. Tous les thèmes, le thème de le Menoa. thème de Menoa thème- est fantastique. Oui. Rien que là, je l'ai dans la tête. Je vais pas le chanter, mais je l'ai dans la tête. Et vraiment, la musique, c'est quelque chose que je peux écouter à côté sans aucun problème. Et Ah oui, il y a complètement. c'est quoi le thème? Il y a une mélancolie. Il y a je sais pas si c'est l'un des thèmes de Menoa, mais où il y a une certaine mélancolie, tristesse. Tu l'écoutes, mais t'as juste envie de pleurer en fait. Il y a beaucoup de c'est thèmes quand- repris de la série de base aussi, qui Oui, sont il y en a joués de quelques-uns qui sont manière des repris, fois ouais. un peu triste et tout. Mais ça marche bien, Mais hein, parce que en même temps, en plus, je trouve que ça se marie tellement bien avec le sujet du film, qui est justement la nostalgie, l'enfance et tout. Là, on est en plein dedans hmm, avec tout ça. et juste parce que du coup, l'équipe de production, le film il a été réalisé par Tomohisa Taguchi et écrit par Akatsuki Yamatoya. Comme ça, c'est dit. C'est lui en qui a parfait, fait le donc, scénar aussi pour The Beginning, notamment. voilà. Et donc, oui, donc le film, voilà, émotionnellement, il te transporte, il est extraordinaire. Il y a une vraie histoire, il raconte vraiment quelque chose. Et il a créé, il a cassé Internet quand il est sorti, parce qu'il a créé ce. Mais pourquoi? Parce que du coup, cette fin est juste atroce. Parce que, en fait, pendant tout le film, tu te dis, ouais, ok, ils vont empêcher ça. En fait, dès qu'il y a cette problématique qui rentre, on est dans Digimon, on est dans quelque chose qui en général ça finit bien. Et surtout, on se dit, ok, mais il y a l'épilogue de Zero Two. Donc, à un moment, on sait que en 2027, c'est bientôt 2027, en 2027, leurs Digimon sont là parce que du coup, ils ont des enfants, ils vont dans le monde numérique, tout est beau, tout est bien qui finit bien. Et ils ont les métiers qu'on les voit faire. Donc, voilà, on se dit, bah, ils vont trouver une solution. Mais là, il y a quand même cette fin horrible, où de toute façon, je pense que tout le monde a pleuré, où en fait, bah non, il n'y a pas de solution. C'est Sora a perdu Piomon, Teichi et Yamato perdent Agumon et Gabumon, et dans le ending, tu vois que Mimi, Joe et Koshiro ont à leur tour perdu leur Digimon. Et tu te dis, mais pourquoi? Et là, ça a cassé Internet parce que tu te dis, mais c'est quoi? Pourquoi on a cette fin alors qu'on avait cette fin? Donc c'est quoi? En fait, Kizuna, c'est un univers parallèle. En fait, c'est pas où en fait la fin de Zero Two n'est pas canon. Et ça a cassé Internet parce que du coup, il y avait pendant plusieurs mois, il y a eu des théories, il y a eu des théories, il y a eu des théories. Oui, tout Et à un fait. jour, et un jour, il y a donc du coup la Toei ou les scénaristes ou les producteurs de Digimon en tout cas, qui sont venus Ah, pour c'est la conférence qui a brisé ma foi oui, en Digimon. Digimon. J'ai une pensée pour quelqu'un à qui on ne parle plus, mais qui du coup a détesté cette conférence Ah, aussi. je l'ai Et, détesté du plus profond de mon être aussi. Hein. et moi, je l'ai aimé du plus profond de moi. Ouais. J'étais en mode ah, c'est en fait parce que du coup, il y avait une des théories. En fait, ils ont confirmé une des théories qui avait été dite, c'est que bah le film se passe en 2010. En fait, voilà, texto ce qu'ils ont dit. Bah le film se passe en 2010. L'épilogue se passe en 2027. Entre deux, il y a un laps de temps où on ne sait pas encore ce qui s'est passé. Et où, d'une manière ou d'une autre, eh ben, il y a eu un moyen, il y a eu un truc, il y a une histoire qui fait que les Digimon reviennent et redeviennent des partenaires des enfants. Et donc voilà. Et on nous amène à l'épilogue de Surtout. Donc, les deux fins sont canons. Faut juste que maintenant, un jour, peut-être, soit raconté le trou entre ces 17 années. Et toi, ça a brisé ton cœur, donc. Ah oui, moi ça a brisé mon cœur et c'est notamment aussi une des raisons pour lesquelles je suis allé voir, enfin beaucoup me spoiler pour The Beginning pour voir un petit peu ce que ça allait raconter et que j'avais été complètement dégoûté que les événements de Kizuna soient à ce point-là écartés. Avant de me donner un avis final sur tout ça, je préfère attendre de voir si il prévoit vraiment de nous raconter l'histoire de ce qui va se passer justement entre le 2010 et 2027. À la fin du film, j'avais une théorie qui me plaisait énormément. Et du coup, je sais pas si je peux la raconter tant qu'à faire. Monsieur, allons-y. tant qu'à faire, raconte, hein, on est là pour ça. Alors, je suis un peu emmerdé par cette histoire justement de raccrocher les wagons et de dire que la fin de 02 est canon aussi, parce que j'avais l'impression que justement, enfin, je trouvais que ce qu'ils avaient fait là avec Kizuna et cette fin déchirante, c'était la chose la plus osée que j'avais vue dans Digimon depuis très longtemps. Et le fait que du coup, qu'ils reviennent dessus, bah, ça m'a un peu attristé. J'étais parti sur la théorie selon laquelle
La version qu'on a vue là de Kizuna, c'était la version qui s'est déroulée dans la vraie vie. Et la version de l'épilogue qu'on voit dans 02, c'est une version racontée par Takeru. On découvre à la fin de la saison 2 que Takeru raconte ce qui s'est passé. C'est lui le narrateur de la saison 1 et de la saison 2 de Adventure. Et je me disais, en fait, l'épilogue qu'on a eu, c'est la version romancée par Takeru, en fait, qui a inventé une fin joyeuse à cette histoire qui, dans la réalité, s'est passée de manière beaucoup plus tragique. Et je trouvais ça très intéressant, mais effectivement, suite à cette conférence de presse, là, ils ont l'air d'être vraiment revenus dessus. Et j'ai un peu peur parce que du coup, c'est comme The Beginning, où en fait, au lieu d'adresser vraiment ce qu'ils ont fait, et puis d'essayer de construire dessus et de raconter ou quoi, c'est éclipsé plus qu'autre chose. Donc j'attends de voir un peu ce qu'ils vont proposer. Est-ce qu'ils vont proposer quelque chose ou est-ce qu'ils vont vraiment nous laisser combler, nous, le trou Non, entre en fait, on se serait arrêté à Kizuna, je t'aurais dit, bon oui, en effet, ils vont nous laisser imager, faire des fanfictions comme à l'époque, avant qu'on étrie, où on faisait tous des tonnes de fanfictions pour savoir ce qui se passait quoi. Mais en fait, on a eu The Beginning. Et à partir du moment où ils ont annoncé The Beginning et qu'il y a eu The Beginning, et de toute façon, The Beginning, tu sens que c'est pas la fin. En fait, on en revient à ce que je disais en début de podcast, c'est que il faut pas oublier, même si ça nous fend le cœur, que la Toei, elle est là pour faire de l'argent. Et Bandai est là pour faire de l'argent. Et j'avais vraiment cette impression, si tu veux, que justement, en plus, comme tu parles du reboot, en fait, j'avais l'impression que ce film Kizuna, c'était vraiment un moyen de nous dire oui, mais il y a eu The Beginning. Mais oui, je suis d'accord. C'est fini, nous allons arrêter d'exploiter ces personnages-là tels que vous les connaissez. Alors, je pense qu'il y a une part de vérité, que ça a été la pensée en 2020 en mode voilà, grandissez, vous avez votre heure, maintenant laissez place à des nouveaux enfants et à des nouveaux fans de Digimon. On va lancer le reboot. Sachant qu'en plus, ce reboot présente exactement les mêmes personnages, donc à la rigueur, ils auraient pu ensuite continuer à faire des films et tout ça, présentant ces personnages-là. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé ? Le reboot a été majoritairement mal aimé, en fait. Je vais pas dire détesté, parce que le mot est fort, mais en tout cas, il a pas trouvé réellement preneur et son public, parce que il a vécu énormément de critiques. On en parlera un jour dans le podcast. Mais il me semble que The Beginning avait été annoncé très rapidement. Non, le The Beginning était annoncé après le reboot. En fait, février 2020, comment il s'appelle, Kizuna sort. Mars 2020, premier épisode du reboot. Bon, il y a eu une pause après de 2 mois parce qu'il y a eu le Covid. Et après, en fait, on a eu le reboot en 2020-2021. The Beginning a été annoncé après le reboot, en même temps ou au moment où on lançait Ghost Game. D'ailleurs, on a lancé une nouvelle série Ghost Game. Il me semblait que la décision de faire un film après avait été venue plus rapidement. Ah non, effectivement, d'accord. Mais pour moi, le reboot n'ayant pas été assez apprécié, parce que en vrai, voilà, on aura 1 heure pour en parler, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce reboot. Moi qui me plaignais du Taichi centric de Kizuna, alors là, c'est rien à côté du reboot. Là, c'est une overdose de Taichi là-bas. Donc du coup, il y a eu The Beginning, mais je pense que, comme tu le dis, pour moi, tu as raison, c'est sûrement ce qu'ils avaient en tête, mais au final, faire du nouveau et ça marche pas, c'est les anciens qui vont payer. Et c'est vrai, tu sors n'importe quel goodies. Là, au Japon, en plus, ils adorent ça. C'est souvent, en plus, exporté et compagnie. C'est pas que les cartes, mais t'as des goodies pour tout. Des porte-clés, des machins, des figurines, les Digivice, les Vpet. Même si, du coup, on s'est posé la question avec The Beginning, dans le podcast de The Beginning, sur en détruisant les Digivice, mon Dieu, mais comment ils vont faire ? Ils vont s'asseoir sur tellement d'argent qu'il y a forcément derrière quelque chose d'autre qui nous attend, parce que c'est pas possible autrement. Non, c'est avant tout... De toute façon, voilà, comme n'importe quelle licence, il faut faire de l'argent. Dragon Ball, c'est le cas, hein. Je prends Dragon Ball parce que c'est la plus connue, mais aujourd'hui, quand on lance Dragon Ball Daima qui commence au mois d'octobre, ou allez hop, on recommence et tous les personnages sans exception sont rajeunis, vont devenir des enfants, et on fait une nouvelle série de je sais pas combien d'épisodes en partant de là, voilà, c'est pour faire du fric, hein, clairement. On va essayer d'atteindre un nouveau public encore plus jeune, mais on sait que les anciens vont revenir. Mais voilà, mais on reprend les vrais personnages et compagnie. Digimon, ça va être ça. Maintenant, c'est juste la question, c'est quand. Peut-être que la semaine prochaine, on aura des choses à vous dire, parce que le 1er août, c'est jeudi prochain, donc dans une semaine, que on sait qu'il va y avoir une vidéo, enfin en tout cas qu'il va y avoir quelque chose sur Digimon Adventure, hein. C'est quoi exactement ? Alors c'est une vidéo promotionnelle Alors j'ai l'impression
que ça revient, en fait, c'est une petite vidéo qui va retracer tous les événements de Adventure de la série originale. C'est une vidéo animée par le studio qui a fait Kizuna et The Beginning, en tout cas. On ne sait pas encore la durée, mais moi j'avais parié sur une vidéo d'à peu près 4 minutes. Une sorte, Moi, je veux parier sur un truc, c'est qu'après cette vidéo, on parie ce que tu veux, bon, pas grand-chose, mais en tout cas, voilà, faisons le pari qu'après cette vidéo, tu verras que si là, on ne nous annonce pas un nouveau projet en lien avec 2027, avec l'épilogue de Zero Two, où il y a les enfants, les blablabla, pour faire ce lien de raccrocher les wagons, quoi. Franchement, moi, je sais que j'arrête pas de le dire, mais là, plus que jamais, je le sens. Voilà, peut-être que j'aurai tort et jeudi prochain, je dirai, oh mon Dieu, j'ai eu tort. Mais je le sens, là, vraiment, pour moi, c'est... Enfin, tu nous pompes pas une vidéo encore et encore sur ça, pour ne pas annoncer quelque chose d'autre derrière. Je suis pas aussi positif que toi là-dessus. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on va nous sortir une petite vidéo AMV avec genre Braveheart ou Butterfly dans le fond. On te l'annoncerait pas comme ça, juste pour ça. Enfin, alors là, Digimon, quand même, hein, ça fait plusieurs fois qu'on nous dit qu'il y a des grosses annonces qui vont arriver. Ils ont fait une Digimon Con et compagnie, je sais pas quoi, pour au final nous annoncer strictement rien, à part la sortie des nouveaux Digivice version... pour les 25 ans, là, on n'a strictement rien eu. Donc, j'attends de voir. J'espère que tu as raison, hein, mais pour l'instant, je ne suis pas aussi enjoué que toi sur... Série, film, je ne sais pas. Moi, on en reparlera. Ou en tout cas, quelque chose qui va nous mener à ça en 2027. Parce que, en fait, je me dis, là, on est en 2024. On peut nous annoncer ça maintenant pour une sortie 2025-2026. Voilà. Ou en tout cas pour un autre projet en attendant 2027 et cette série qui se passe en 2027. Surtout que là, à chaque fois que Digimon sort la licence Adventure nous sort quelque chose, comme on fait vieillir les héros progressivement, on est dans le passé, parce qu'on a eu 2005 avec Tri sorti entre 2015 et 2018, on a eu 2010 avec Kizuna sorti en 2020, 2012 avec The Beginning sorti en 2023, donc à un moment, je pense qu'ils ont peut-être envie d'être dans notre époque moderne, parce qu'en fait, en vrai, aujourd'hui, ce que Digimon, faut pas l'oublier, on est sur le réseau informatique, Internet, ce genre de choses, il y a tellement de choses à dire à notre époque avec tout, enfin les IA, les piratages, les cyberattaques et tout ça, que je pense qu'une série, enfin Adventure en 2025-2027, moi je trouve qu'il y a vraiment énormément de choses à raconter. Moi j'attends de voir parce que du coup, on va dire que justement quand Kizuna est sorti, j'étais du coup j'étais très positif et j'étais vraiment dans l'attente de voir ce qu'on allait nous proposer ensuite, même si j'avais l'impression que c'était le parfait point final quand même. Donc pour l'instant, justement, comme tu le dis, par exemple quand Kizuna est sorti ou quand Tri est sorti, je ressentais pas ce côté très marketing. Je sais que c'est peut-être ça paraît peut-être très naïf dit comme ça. Je sais bien qu'effectivement, comme tu l'as dit, le principe principal de la Toei, c'est de faire du fric, mais je le ressentais pas beaucoup jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que depuis Kizuna, avec justement ce côté, on n'assume pas vraiment la fin de Kizuna et on fait du grand flou artistique et on nous sort The Beginning que j'ai vraiment pas aimé. Je vois justement un peu plus ce côté marketing et moins le côté créatif. Et du coup, j'ai un peu moins d'attente pour l'instant de ce qu'on va nous proposer. Donc, j'espère vraiment être agréablement surpris, mais je suis pas aussi positif que toi sur. Comme tu dis, marketing. Il n'y a pas meilleure cible que moi dans le marketing, parce que moi je suis le gars qui va tout acheter. Je suis une victime du marketing, soyons honnêtes. Donc en tant que victime du marketing, je le sens. C'est vraiment, c'est faire du neuf avec du vieux, faire venir l'ancienne génération, faire venir les enfants actuels avec des nouveaux personnages et tout. Si on suit ton raisonnement, alors après toi tu. C'est comme Star Wars. Oui, tu vas le justifier en disant que du coup mettre les enfants ça fait venir les anciens et les vieux. Enfin, si on arrive à cet épilogue de 2027, c'est censé mettre un point final quand même. Je sais pas. Pour moi, après, ça voudrait dire qu'on se retrouverait sur d'autres personnages ensuite, tu vois. Donc pareil, est-ce qu'ils vont vraiment vouloir mettre un point final ? Alors, je ne sais pas, mais
vraiment, tu prends d'autres licences. Tu prends Star Wars. Voilà, t'as eu les années 80 avec la saga Luke, Leia et Han. T'as eu ensuite les débuts des années 2000. On a raconté, bon là, on est reparti en arrière, mais l'histoire des parents. Puis ensuite, t'as eu 2015-2020. T'as eu l'histoire, voilà, de la nouvelle génération des enfants. Et à chaque fois, tu fais venir les anciens avec toujours des nouveaux. Et finalement, tu prends d'autres licences comme Dragon Ball. Quand, voilà, je veux dire, quand l'auteur faisait évoluer, bah tu vois, il donnait la relève aux enfants et ainsi de suite. En fait, t'as plein de. Même Naruto, t'as eu Naruto, et finalement, bah, t'as Shippuden avec. Pas Shippuden, mais t'as Boruto avec les enfants de Naruto, mais finalement, t'as les Ouais, parents, donc Naruto, mais Sakura, Sasuke, qui sont là, et parce toujours. que, Et en parce que, fait, tu fais venir parce les que tu nouveaux. notes que généralement ça marche beaucoup moins bien que la série de base, ce qui est Oui, logique. mais marche assez bien pour faire du fric, pour continuer d'être On verra diffusé, bien. de sortir et d'avoir des gens. Et vraiment, bah, je trouve que Naruto, Boruto, tiens, c'est un des bons exemples. Vraiment, tu fais revenir les anciens et évidemment, bah, tu remets un peu du guest avec tes anciens personnages. Bah, et voilà, et c'est tout à fait justifié. Joe, il est médecin dans le monde numérique, donc tu le fais revenir comme ça. Koshiro, c'est le lien, c'est un peu le Genai finalement de la nouvelle génération. Taichi, il est ambassadeur. Enfin, chaque personnage a de quoi venir raconter quelque chose dans l'aventure. Chacun peut en plus être un peu le... voilà, les enfants sont là pour vivre de nouvelles aventures, des nouvelles menaces, et comme je le disais, 2027, il y a tellement de choses à raconter avec l'ère d'aujourd'hui, numérique, informatique, Internet et compagnie, que c'est parfaitement créé. Enfin, vraiment, en termes de marketing, pour moi, c'est un excellent coup, et ils sont sûrs vraiment voilà, de vendre des tonnes de cartes, des nouveaux Digivice, et que sais-je encore, hein. Mais il Probablement. faudra On nous verra. raconter, du coup, comment... Parce que c'est ça qui est encore plus frustrant avec The Beginning, c'est que, ok, Agumon, Palmon, Piomon, Gabimon, Gomamon et Tantomon ont disparu, et ben non, pas les autres, parce que du coup, t'as The Beginning qui vient foutre encore plus le bazar, avec, du Mais coup, cette c'est fin ça qu'on qui est a assez parlé dans le surprenant podcast. avec ce qu'ils font, et c'est ce que j'avais dit dans le podcast de The Beginning, c'est que vraiment, quand tu supprimes un élément aussi important que le Digivice, tu te dis, bah, c'est chelou, comment ils vont faire pour continuer? C'est vrai que là, dans Kizuna, c'est quand même les Digimon hein, Oui, qui ont été supprimés, donc j'ai vraiment du mal donc à à voir voir la suite. ouais, à voir ce qu'ils peuvent raconter. Mais bon, on verra bien, hein. Yet. Je trouve ça un peu dommage parce que vraiment, si on se recentre un tout petit peu sur le thème de Kizuna, je trouvais que vraiment c'était vraiment le film qui parlait bah, justement aux fans comme nous de la première heure, tu vois, qui étions vraiment fans de la série et tout, et qui vivions encore un peu bah, notre enfance via ça. On l'a vu nous quand on a fait le fandub. En vrai, ça nous a fait aussi retomber dans l'enfance, ressortir de vieux souvenirs. On se disait Mhm, comment on avait découvert la série et tout, voilà. Des centaines d'heures de discussion, n'est-ce pas? mhm. Et donc, bon, je trouve que. Enfin, voilà. J'ai vraiment du mal à voir comment ils vont pouvoir rebondir et nous raconter quelque chose d'encore plus prenant et vraiment. Enfin, voilà. Je demandais à voir. Surtout qu'en plus, Oh, si je peux faire une petite parenthèse d'ailleurs, mais tu as le droit de faire toutes les parenthèses que tu veux. c'est formidable. Une petite parenthèse, mais justement sur la terminologie, et c'est là qu'on voit que les traductions sont quand même importantes. Euh, je trouve que ce film vient justement d'un principe qui est assez intéressant, c'est qu'au Japon, on les appelle les enfants élus. Chose Mhm. qui, du coup, c'est une notion qui est pas chez nous. Chosen Children. Voilà, chez nous, c'est appelé les Digisauveurs. En anglais, c'est les Digidestined. Et du coup, avoir changé ce petit nom-là, bah, je trouve que, par exemple, bah, l'impact est quand même moins important, on va dire. Le questionnement marche moins dans les versions, justement, si tu prends la suite de la version américaine ou de la version française qu'on a eue, le questionnement marche moins, justement. Parce que là, on parle des enfants élus. Et justement, bah, le fait c'est qu'ils grandissent, c'est plus des enfants. Qu'est-ce qu'on C'est fait? vrai. Voilà. Et je trouve que ça nous parlait à nous, et nous, c'est pareil. Au final, j'avais l'impression que c'était vraiment le film de la Toei qui nous disait bah vous êtes là, vous êtes plus des enfants, on sait plus comment vous gérer, donc prenez ça et puis voilà. Mais sauf que bah ça continue. On verra Encore bien et ce qu'ils vont nous encore. proposer, mais voilà. Moi j'attends avec impatience cette petite vidéo qui va sortir le 1er août. Mais juste pour préciser, on a eu un petit visuel qui présente en fait les héros sur la plage avec les cabines téléphoniques. Donc vraiment, Mhm. moi, c'est ce qui me fait dire que
Moi, je vois bien vraiment une vidéo où c'est juste des images fixes, ou qui bougent un petit peu, tu vois, qui retracent vraiment toute l'aventure de 99 avec des beaux visuels, tout ça, tout ça. Tout à Mais fait. je me demande si ça va vraiment aboutir sur une vraie annonce. Et du coup, parce que du coup j'en ai parlé rapidement, mais important de le dire que quand même, Digimon au Japon c'est toujours quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il y a eu le Digimon Adventure 20e Memorial Story Project, donc du coup ce dont je vous parlais. En fait, c'était du 22 août au 2 octobre 2019, il y a eu une campagne de crowdfunding Oui, qui a eu très lieu bizarre au Japon. cette histoire. Parce Ouais, que du pour coup, produire si j'ai bien compris, en plus, les fans du monde entier pouvaient participer du coup à Tout à fait. cette Bah, campagne. j'allais le raconter. Pardon, vas-y. Du coup, pour produire donc des courts-métrages liés au Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, donc ils avaient un objectif de 10 millions de yens. Donc la communauté japonaise donc, a bien répondu présent. 383%, donc ils ont récolté 38 336 000 yens, donc environ 300 000 euros. Et donc du coup, c'est 5 épisodes qu'ils ont pu réaliser. Et donc du coup, ils ont fait donc rendre les courts-métrages disponibles aux gens qui ont participé. Les autres paliers de donation en fait permettaient de récupérer, il y avait des bonus, des badges, des clearfields, des storyboards, des figurines, voilà, et donc c'était exclusif au crowdfunding. Et donc on a eu ces 5 courts-métrages qui ont été diffusés, même si c'était un peu complexe, parce que ça je m'en souviens. Le premier épisode, donc du coup celui de Sora, a été diffusé le 22 novembre 2019. Mhm. Et les autres Ah, n'ont je absolument vais y pas été venir. présentés, c'est ça? Bah attends, je vais y venir. Donc Ah. au magasin Digimon Limited Bass Pop-Up Théâtre de Shibuya Parco. Ils sont ensuite été mis en ligne au monde entier, donc sur la chaîne YouTube de la Toei Animation. C'est comme ça qu'on l'a eu. Donc c'était une vraie introduction au film, hein, pour que le spectateur connaisse déjà en partie ce qu'elle est un peu se passer. Donc le deuxième épisode, quant à lui, a été diffusé du 21 février 2020 au 16 avril 2020. Donc pour rappel, là c'est pour des voilà, Covid, dans le même magasin. Le troisième du 10 juillet 2020 au 2 septembre 2020. Le quatrième du 16 octobre 2020 au 11 novembre 2020. Et le dernier en compagnie des 4 autres directement dans le Blu-ray, donc qui est sorti, donc qui est envoyé pardon le 25 décembre 2020. Mais en fait c'est pour ça que les autres on a eu du mal à les avoir. C'est juste que le premier a été diffusé publiquement sur YouTube pour tout le monde. Mhm. Les autres étaient juste diffusés confidentiellement dans le magasin auprès des gens qui avaient donc soit payé, donc ceux qui avaient payé pardon ont eu un Blu-ray exclusif pour eux. Les autres ils devaient aller dans un magasin pour voir ce court métrage. Et ensuite c'est parce que je pense que les gens qui ont reçu le Blu-ray ont fait leaker ensuite les versions, ce qu'il y avait dedans, et c'est comme ça Ok. que le monde entier les a eu. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas eu les autres tout de suite. Voilà. Ouais, je trouve que c'était très étrange comme Et situation. on a eu donc du coup un court-métrage donc, sur Sora avec Mimi, on en a Mhm. parlé. On en a eu un sur Joe, étudiant en médecine, que vous pouvez trouver en VF sur notre chaîne YouTube. Mhm. Joe, c'est moi. On a eu un sur Gabumon et Agumon. Qui est en fait une scène coupée du film. Elle est présente notamment dans la version roman. Il y a une version roman du film qui existe. Et Tout il à y a fait. plusieurs scènes coupées, dont une avec Gabumon et Agumon. Et c'est cette scène-là qui a été animée. Il y en a une autre, Koshiro Tantomon, qui a été coupée aussi. Mais par contre, celle-là n'a pas été animée. Voilà. Pourquoi Point Et d'interrogation. les deux derniers courts-métrages, on en a un, donc Le Désir d'évolution de Grace, donc très drôle, Palmon et Piomon qui veulent fusionner parce que du coup elles sont jalouses de Hawkmon et C'est pas tant Talmon. qu'elles Donc sont voilà. jalouses, c'est qu'elles se demandent ce que ça Oui. fait, de qu'est-ce qu'on ressent quand on fait l'évolution Jogress. Et elles imaginent qu'elles pourraient rendre Sora et Mimi très contentes si elles arrivaient à Tout à fait. Donc atteindre ce disponible stade. sur notre site internet. D'ailleurs, à ma demande, François a même réalisé une version longue de Kizuna où il a intégré les différentes scènes, entre guillemets, qu'on peut considérer coupées du film. Donc disponible sur notre site. Et le dernier, que François déteste, hein, la saga héroïque et shibuyesque de Pump et Gotsu. Oui, je ne l'ai toujours pas traduit. Du coup, peut-être Parce un que tu le jour. détestes. Ouais, c'est pas que je le déteste, mais disons que Pumpmon et Gotsumon, c'était on sait ce qui leur arrive dans la série Adventure, et pour moi c'était c'était censé être quelque chose d'assez fort et tout ça, et ça m'a fait exactement le même effet que quand on m'a dit que en fait ouais, mais en fait la fin de Kizuna c'est pas le point final, il y a encore des trucs nanana. Là, ça m'a fait pareil. En fait, on apprend que Pumpmon et Gotsumon ne sont pas morts. En fait, quand Vandemon a attaqué, ils ont réussi à se mettre à l'abri. Et en fait, ils vivent leur vie à Shibuya. Voilà. Et j'ai trouvé que transformer ces deux personnages-là, qui sont quand même
une référence dans le fandom et s'en servir pour faire en plus vraiment, hein, pour faire une sorte de court-métrage blague que personne n'avait demandé, parce qu'en plus, comme tu disais, les personnages il y avait plein de personnages dans Kizuna qui n'étaient pas mis en avant. Non, mais ils auraient pu en faire un sur Ikari et Takeo, ou même juste un autre sur Sora, Mimi Ujo. Oui. Bah, franchement, ça nous manquait pas, quoi. Ce truc-là est vraiment... Enfin, c'est pour ça, moi, j'ai vraiment du mal à comprendre le pourquoi du comment de ce court-métrage. De l'idée de la tête de qui est sorti ce court-métrage, j'aimerais bien savoir, parce que, alors, vraiment... Gros point d'interrogation, mais voilà, c'est un court-métrage vraiment complètement gag et parodique. Voilà, où en plus Popmon et Gotsumon ont développé des espèces de formes humaines parce qu'ils sortent avec des nanas de Shibuya dedans. Donc très chelou. Mais bon, je sais qu'un jour je finirai par le sous-titrer pour vraiment proposer les 5 épisodes sur le site, mais pour l'instant je repousse un peu cette échéance. Voilà. Eh bien, avant de conclure, hein, on va lire les petits commentaires des semaines précédentes, qui sont tombés dans la semaine. On a donc notre cher Darin, coucou Digidio, qui a commenté les CD drama audio. Et si l'amoureuse de Koshiro n'était autre que Taichi? Bonne théorie. Il adore Ishida Yamato Tegami Letter car celui-ci a une ambiance assez particulière. Et Tobiradour est une de ses chansons préférées d'aventure. Évidemment, comme Aldric, c'est moi Aldric, je surkiffe Natsu et no Tobira. Tous ces dramas apportent beaucoup au lore officiel ou non aventure, mais également en offrant des visions différentes des personnages ou de la manière de raconter ces histoires. En effet, on est d'accord. Et d'ailleurs, juste parce que il y a eu un CD drama avec Kizuna, hein, du coup, qui est sorti. Oui, tout à fait, mais on en a parlé la semaine dernière. Oui, voilà, on en a parlé la semaine dernière, tout à fait. Autre commentaire sur les CD dramas de Grazael, grâce à qui vous avez eu la pièce de théâtre. Alors, pour répondre à la question, techniquement, on sait d'où viennent tous les Digimon sorciers, Wizardmon, Witchmon, etc. Ils viennent de Witch... Peut-être que certains vont apprendre des choses. Ils viennent de Witchelny, l'univers sorcier des Vepet Magical Book, sorti par Bandai. Voilà. Et pour Nanimon, il est bien Oyajichi et il a été banni de la planète Tama car il avait saoulé la planète Tamagotchi Osake. Cela a créé pas mal de problèmes sur la planète Tama, il a donc été envoyé dans le monde numérique. Ce qui est assez amusant, c'est que Nanimon est également toujours montré comme un ivrogne, donc Oyajichi n'a jamais changé. Il a rien appris. Voilà. Et sinon pour le 14 février, oui François a raison, il y a bien le White Day le mois suivant. Merci pour cette vidéo, à la semaine prochaine. Oui, du coup, des petits éléments supplémentaires à apprendre. Et toujours sur les CD Drama, on a Super Smash Boy qui, comme d'hab, nous suit avec régularité. J'aurais une question pour vous qui n'a pas vraiment rapport avec le sujet du podcast. Si je ne me trompe pas, c'est dans l'épisode 45 quand on voit Piedmon mettre une petite boule noire dans le cou de Genai. Je me doute que cette boule noire doit être des spores noirs comme Ken a reçu, mais je demande est-ce qu'il a réussi à s'en débarrasser? Quelle est la conséquence de la spore noire? Est-ce que c'est pour ça qu'il est vieux dans la saison 1 et jeune dans la 2? Car j'avoue que à moins que j'ai manqué un bout, je n'ai pas à me souvenir, je n'ai jamais entendu d'autres en parler. Je te laisse répondre François. La réponse est dans le roman. Et superbe transition pour dire qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine. On l'a déjà annoncé de toute façon, il me semble. Oui, la semaine prochaine. Mais oui, on va parler du roman et des fameuses différences qu'il y a entre la série et le roman. Et cette histoire du coup de la spore noire qui est d'ailleurs, je trouve ça dommage qu'il n'ait pas utilisé cette forme-là dans Tri, mais pour moi le petit cube noir qu'on voit au tout début de la série et qu'on voit à la fin que le Dark Genai il a dans la main là avant de disparaître, ce sont ces fameuses spores noires qui sont des billes dans Adventure, des cubes, pourquoi dans Tri. Mais voilà, en tout cas, on sait ce que ça a provoqué chez Genai et je vais teaser ça en disant que dans la série, il y a un élément qui du coup est survolé et qui est un peu plus détaillé dans le roman et qui explique un peu le pourquoi. Vous savez à quel point j'ai hâte d'être la semaine prochaine, c'est parce que du coup, François a commencé à traduire le roman en version française sur son Patreon, mais alors Patreon, pour l'instant, voilà, ça n'a pas beaucoup avancé. Mais lui, il est bilingue, donc il l'a lu totalement en anglais. Donc du coup, il va la semaine prochaine, pour une fois, c'est lui qui va, il va vraiment diriger le truc. Parce que même moi, moi, j'avais essayé de le lire, mais avec une version Google Translate. Hein, donc je vous laisse imaginer la complexité de comprendre tout le bâtard. Donc je sais que la semaine prochaine,
moi je vais être, mais pas que moi, hein, je sais que là parmi vous, il y en a plein qui n'attendent que ça, le podcast sur le roman, pour apprendre tout ce qu'il faut savoir en plus de l'univers de Digimon, parce qu'en effet, on va apprendre énormément de choses la semaine prochaine, pas vrai François? Bah j'espère. Et donc t'as une semaine de travail devant toi. Ah oui, une grosse semaine de travail pour vraiment tout répertorier, mais voilà. T'auras jamais autant préparé un podcast. Non, c'est clair. Je le fais pour Kakudo. Ah, eh bien, c'est sur cette bonne nouvelle que du coup on se retrouve donc le 1er août, Digimon Day. Donc il va y avoir plein de choses dans le monde entier. Donc on va parler du roman comme on vous l'a dit. On aura peut-être des choses à raconter. Y aura-t-il une grosse annonce comme Aldric l'attend? Voilà, je un l'espère. nouveau projet animé ou pas? Ou est-ce que cette petite vidéo que je dis être un AMV sera juste la finalité? Point d'interrogation. Si vous voulez le savoir, suivez-nous dans notre prochain épisode du Monde Numérique, le podcast sur Digimon. Voilà. Après, le truc, c'est que du coup, comme on fait le podcast le jeudi, suivant quand sortira la vidéo, on pourra en parler ou pas. Donc voilà. Oui, c'est vrai. Qu'on couvrira ça sur le podcast d'après. Mais normalement, avec le décalage horaire au Japon, il y a moyen que ça puisse Normalement, sortir on aura des avant, choses à raconter. Voilà, qu'on enregistre le podcast. Mais bon, on verra. Tout à fait. Eh bien, sur ce, je vous embrasse toutes et tous, je vous aime. Et puis, laissez vos commentaires sur le film de Kizuna, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si vous avez pleuré, comment vous avez vécu, vous, votre premier visionnage, tout ça. On attend tout ça dans les commentaires, likez-nous, abonnez-vous, et on vous aime. Et François, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.